Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 12 juillet 2024. Alors aujourd'hui, on va voir les chiffres qui sont tombés, notamment aux États-Unis. Les marchés qui ont plutôt tendance à les apprécier. On va reparler du CAC 40 et notamment le secteur du luxe qui tire un peu le CAC 40 vers le haut. Et puis on verra certaines actions, notamment un peu spéculatives, qui sont intéressantes parce elles peuvent être assez volatiles et pour certaines, elles sont dans des configurations plutôt favorables. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer avec les chiffres macroéconomiques, notamment alors, on a eu sur la Chine import-export, on est un peu moins bien niveau importation. La Chine importe un peu moins depuis quelques temps. Au niveau des exportations, c'est plutôt stable par rapport à ce qui était fait le mois dernier, ce qui était attendu. On a vu que les marchés chinois étaient légèrement en rebond dernièrement, donc on attend la confirmation sur les prochains chiffres. Et puis il y a eu l'IPC en France, donc l'indice des prix à la consommation pour mesurer l'inflation, elle est revenue à 2,2. On était à 2,3 en annuel le mois dernier. Ce mois-ci, on est à 2,2, donc plutôt une bonne chose. Alors, on n'est pas encore sur les deux, mais on s'en rapproche et donc plutôt favorable toujours pour que la BCE resserre un peu les taux. Si on se rapproche des 2%. Et enfin, surtout, prix à la production aux États-Unis. Alors, c'est des prix qui sont revenus un peu plus élevés que prévu. On était à moins 0,2 le mois dernier. On fait plus 0,2 actuellement. Mais finalement, les marchés l'ont plutôt considéré comme un faible impact sur l'inflation, différent des PCE, PCE Core aussi. Et donc, le marché voit plutôt le verre à moitié plein. On va regarder il y a eu Citigroup aussi qui a donné ses résultats plutôt bons. Bons mais vendus, comme souvent, les résultats sont souvent vendus donc pour la banque américaine. Le CAC 40 donc qui finit bien la semaine, on l'a dit, plus 1,2 aujourd'hui. On va zoomer, on le voit, on est ici. Et c'est ça qu'on va surveiller maintenant, c'est surtout les résultats. Et on fera un petit point sur le luxe tout à l'heure, mais oui, tout le travail ici, il est en train d'être fait sur la moyenne à 200 pour tenir. Les supports, c'était le gap à 7466, il est tenu. Là, on a tout ce travail un peu de digestion. Derrière, il faut quoi? Il faut les catalyseurs, à savoir soit des chiffres d'entreprise qui sont au global relativement impactants et qui permettent la hausse des cours des valeurs, ou alors d'autres catalyseurs comme par exemple la baisse des taux au niveau de la Fed. Au niveau de la BCE, c'est déjà engagé. Donc c'est ce genre de choses-là qui peuvent rebooster un peu le CAC dans quelques jours. Euh, Probablement fin juillet, avant le mois d'août. Alors, il se passe toujours des choses quand même en été. C'est pas toujours très très calme l'été en bourse. Donc on pourrait repartir bientôt. Pour ça, il faudrait voir les résultats. Mais pour l'instant, c'est plutôt engageant ce qu'on a fait en comblant le gap et puis en tenant et en travaillant cette zone-là des 7400. Donc on est à 7007 et peut-être une semaine prochaine décisive. Alors on va regarder notamment sur le CAC 40, le luxe, parce que vous le savez, le CAC 40 est pondéré avec 40 valeurs, mais il y en a qui pèsent 15% et d'autres qui pèsent même pas 1%. Donc on va regarder les plus importantes, à savoir euh, Hermès, enfin c'est LVMH, mais on va la faire après. Sur le luxe, Hermès, on le voit, on l'avait vu, on l'avait dit avec le petit dessin ici en blanc, c'était le scénario privilégié, et c'est celui qui est en train de se passer, c'est-à-dire un petit rebond sur la moyenne à 200, juste au-dessus du support majeur à 2014. Et puis on est déjà en train de rebondir. Alors la confirmation, on l'a pas. On n'a pas la cassure à la hausse ici des 2226 et puis de l'oblique descendante. Mais on voit qu'on est en train de bien se replacer. Potentiellement, on peut encore durer comme ça pendant un mois. C'est pas impossible. Mais les États-Unis sont plutôt dans le bon sens, la Chine aussi, et la France et l'Europe se réveillent après avoir accusé le coup des élections notamment. C'est plutôt intéressant et c'est plutôt quelque chose qui nous fait dire que le marché va dans le bon sens. Donc oui, Hermès
en tenant ces niveaux des 2080, se rapproche de cette zone-là, 2228, qu'il faudra peut-être casser et qui signalera une belle progression du CAC 40 et de la majorité des actions Kering. Alors Kering beaucoup moins forte, mais elle aussi, on sent que la chute est terminée. Alors le gap là, il n'existe plus, il a été comblé, mais on est déjà revenu au-dessus de cette zone-là, notamment les 333. Ça va mettre du temps sur Kering, on le voit quand on a des graphes comme ça, il faut encore beaucoup travailler, mais là aussi on sent que les plus bas étaient atteints sur les 311, et on va plutôt se focaliser sur les gros, à savoir LVMH. Alors LVMH c'est dommage pourquoi? Parce que le gap qui était à 682, on le voit ici, c'était juste avant les résultats du 26 janvier. Il n'est pas comblé pour pas grand chose. On est allé à 685,4 et le gap il est à 682,5. Donc quasiment 3 euros. Il reste 3 euros de gap, mais on a quasiment rebondi dessus. Et puis on casse aujourd'hui l'oblique de résistance. Alors il nous manque aussi cette fameuse résistance à 747 pour LVMH pour signaler potentiellement une phase à nouveau haussière sur le titre. Là aussi, potentiellement, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir un zigzag comme ça pendant encore un mois, mais on sent quand même des signaux de force. Alors les volumes ne sont pas encore énormes. Il faudra voir ce qui va se passer la semaine prochaine, mais on est plutôt optimiste sur ce qu'on voit dernièrement. Et on va regarder juste s'il y a une autre grosse variation. Il y avait Arcelor. Plus du rebond technique. Arcelor, moi je vous l'ai dit, je suis négatif depuis un moment. On flirtait déjà avec les 23,4. Là, j'aimais pas ça. On les a bien cassés. On va peut-être redescendre un peu plus bas. Il faudra du temps. Et puis on l'a dit, ArcelorMittal, ils subissent aussi le déstockage un peu massif de l'acier chinois, comme la reprise en Chine a un peu de mal. Si la reprise en Chine a lieu, les Chinois, le marché chinois va acheter plus d'acier chinois. Et donc, les exportations en Europe vont être moindres. Et donc ArcelorMittal devrait pouvoir remonter. Donc ça aussi c'est à surveiller. Si le marché chinois va mieux, je pense qu'ArcelorMittal, ils ont des chances de rebondir un peu plus fortement. Puis au niveau de ce qui n'a pas marché, il n'y a pas grand chose, on le voit, c'est quasiment tout vert. On a quand même NJ à moins 0,8. Mais c'est pas extrêmement pertinent parce qu'on est depuis quelques jours, là, une bonne semaine, sur un niveau support résistance autour de la moyenne à 200. Donc il faut laisser le cours travailler. Il n'y a pas vraiment quelque chose à commenter là-dessus. Et puis je voulais voir, avant de voir quelques actions éventuellement du portefeuille, des actions spéculatives qui peuvent être intéressantes. Alors spéculatives, c'est quoi? C'est des actions qui sont quand même potentiellement risquées. Donc c'est pas des grosses des valeurs sur lesquelles on va mettre une très grosse partie de son portefeuille, mais elles peuvent quand même impacter le portefeuille parce qu'elles sont capables de faire des pourcentages assez important rapidement. Alors il y a souvent des biotech, je vous en parle souvent, mais il y en a aussi d'autres et on va les voir maintenant. Alors, qu'est-ce que j'avais? Je les ai pas notés, elles doivent être ici. Alors, CRISPR, ils font pas grand-chose, je vais pas en parler. J'aime bien la boîte et la technologie, forcément, c'est un peu révolutionnaire. Pour l'instant, ça fait pas grand-chose. On se maintient sur les niveaux de 57, mais techniquement, il n'y a pas énormément à en dire. Donc, on va passer rapidement. Et on va passer à Novavax. Novavax, c'est intéressant parce que on sent que alors, il y a eu une grosse poussée, notamment au mois de mai, on le voit, avec une explosion et puis un retour ici. Hop, je sais pas pourquoi il m'a encore changé les couleurs. Un retour assez proche des 24,50 qui était un des plus hauts d'avant l'explosion juste pendant le Covid. Et on le voit, on passe de 4 euros à 4,50 € à quasiment 24 euros. Donc on a une explosion absolument monumentale. On gagne 400% en même pas un mois. Derrière, on a le début de consolidation et finalement, on le voit, le gap est toujours pas comblé. On arrive sur la fin de la consolidation, les Bollinger se resserrent. Au niveau MACD, c'est pareil, on revient sur la ligne des zéros. Il n'y a plus trop de vendeurs, on est à 49 niveau RSI, donc plutôt neutre.
est potentiellement prêt à repartir. Donc Novavax, ça peut être une action spéculative intéressante à rentrer maintenant, hein, pour aller chercher justement cette deuxième vague, voir si on est capable de revenir sur les 24,50 et de les dépasser. C'est potentiellement assez intéressant aussi. Alors Pull-up, je vous en avais déjà parlé, hein, c'est anciennement Focus Entertainment. Dans le secteur du jeu vidéo, là aussi on le voit, c'est une valeur qui a énormément décoté, mais qui a signifié une reprise ici avec des volumes intéressants au mois d'avril, et le retour qui s'est fait au-dessus, hein, des 7,60. On a explosé ici sur les 8, on est allé chercher les 15, et puis le retour il s'est fait sur les 9. Donc on n'a pas tout rendu ce qu'on a gagné en un mois ou deux. Et là, on est dans une période, on le voit, avec une volatilité quasiment nulle, hein. Sur les 4 dernières journées, généralement, ça précède des pics justement de volatilité. Pendant quelques jours, il ne se passe pas grand-chose, et après, on a des gros chandeliers, des gros mouvements. Donc là aussi, on est en négatif niveau MACD, prêt à repartir. On a eu quelques pics de volume intéressants. Ça peut être pas mal. Trump Média et Technologie, donc c'est en relation évidemment avec Donald Trump, et puis vu les élections qui se profilent et les problèmes, hein, au niveau des démocrates et de Biden qui est plus en très grande forme, le camp de Trump est plutôt favorisé. Alors pourquoi je vous ai mis celle-là? Déjà parce qu'elle est très volatile, et parce qu'on est un peu sur le bas du canal. On le voit ici, hein, on avait explosé, on était sur les 18 environ, ici, hein, au début de l'année. Et on a explosé en quelques jours, on a fait quasiment 200%, hein, avec la mèche, plus de 230%. On consolide un peu, et puis on réexplose, on met un plus haut à plus 348%. Donc on le voit, on passe de 18 à 80 euros, et puis la volatilité énorme. On rebaisse, et à chaque fois on va chercher quoi? La moyenne à 200. On repart une deuxième fois, ce qui nous permet de tracer l'oblique, hein, de consolidation, de résistance, l'oblique de résistance baissière. Et derrière, on a ce travail sur la moyenne à 200 qui est intéressant, hein, qu'on a eu. Alors là, c'était avant qu'elle parte. On a eu cette réaction ici sur la moyenne à 200 au mois d'avril 2024. Et puis là, on a cette nouvelle phase, hein, avec la première réaction rapide au mois de juin. Et puis là, juillet, on est dessus, on est aussi pas loin de casser. Donc plutôt intéressant de jouer cette valeur-là, parce que on retrouve le bas de canal, hein, carrément des niveaux qui sont à chaque fois rachetés, alors qu'on est allé beaucoup plus haut. Et potentiellement, on a, alors si on va juste sur le dernier plus haut ici du mois de mai, il y a 71%. Et on sait qu'avec les élections qui vont arriver, c'est au mois de novembre, ça va venir vite. Donc c'est peut-être une action spéculative intéressante à jouer. On le voit aussi, beaucoup de volume forcément. Et là, on est sur des points bas plutôt intéressants à acheter. Et enfin, je vais parler de Viridien. Alors Viridien, ça vous dit peut-être rien, mais c'est parce qu'elle a changé de nom. C'est CGG. Alors CGG, vous savez dans quoi il travaille notamment, hein. Il y avait eu pas mal de catégories techniques dans la sismique notamment, hein, pour avoir des outils capables de sonder un peu la terre, et de donner des données justement, à la fois pour le secteur pétrolier, mais elle s'est un peu développée, elle est en train justement de se développer pour couvrir un peu plus de choses et s'extraire de ce secteur pétrolier. On va regarder un peu les fondamentaux de CGG, donc maintenant Viridien. Et ils sont plutôt intéressants. C'est pour ça qu'on pourrait jouer peut-être Viridien, presque pas comme une spéculative, mais comme une action en retournement. On va le voir ici. Alors là, c'est le chiffre d'affaires et les résultats nets. Donc le chiffre d'affaires en vert foncé, le résultat net en vert clair. On voit 2020, hein, on perd de l'argent, on perd même beaucoup d'argent, hein, par rapport à ce qu'on gagne, donc c'est assez mauvais, catastrophique. 2021, c'est un peu mieux, mais on perd toujours beaucoup d'argent. 2022, enfin on est positif. Et 2023, c'est pareil, on est positif, mais quasiment rien. Donc on voit quand même au niveau des années, sur ces 3-4 dernières années, la boîte perdait énormément d'argent, et elle est quasiment revenue à l'équilibre, et elle commence à faire des bénéfices. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. On a la même chose en trimestriel, on va s'intéresser à ce qu'elle a fait ces derniers mois, et on le voit.
au mois de juillet, septembre et décembre 2023. Hein. Bon, sur l'année 2023, on a été légèrement gagnant. Et puis 2024, on est quasiment à l'équilibre. On est très légèrement négatif sur le premier trimestre 2024. Elle donne ses résultats à la fin du mois. Je crois que c'est le 30 juillet. Donc là aussi, il y aura potentiellement quelque chose à faire, mais on voit qu'elle a arrêté, elle a stoppé l'hémorragie. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vous ai mis aussi les actifs. Alors là, juste en année, parce que trimestriel, c'était pas important, c'était quasiment pareil. Les actifs et la dette. Donc là, on voit qu'elle avait des actifs autour de 3,3 milliards qui ont un peu baissé autour de 2,9 milliards qui se maintiennent hein, depuis 2021 et une dette à un peu moins de 2 milliards. Donc là aussi, c'est plutôt, on est toujours dans l'ordre des 2 tiers environ. Donc une dette au niveau des 2 tiers, c'est toujours ce qui est plus ou moins la norme et une dette plutôt bien maîtrisée par CGG. Donc là, c'est plutôt aussi un bon point. Pas étranglé par la dette. Et enfin, le cash, donc la génération de trésorerie. Est-ce que CGG arrive à mettre de l'argent de côté et à générer du cash? Eh bien, on va voir que oui. Alors qu'en 2021, on piochait justement dans la trésorerie. Hein, 2020, on le voit, 2021 également, 2022. Et puis là, 2023, dernièrement, ça y est, on arrive à générer du cash. Et ça va être utile notamment hein, pour alors, éventuellement des fusions-acquisitions, mais surtout pour le développement hein, de l'entreprise et sa croissance à venir. Et puis également pour jouer sur les marges. Donc là, on voit aussi, et ça c'est très important, hein, la génération de cash qui est nettement en train de s'inverser. On le voit depuis 2020, négatif, 2021 négatif, 2022 négatif, et 2023, ça y est, on arrive à générer du cash et à augmenter la trésorerie. On va le voir en trimestriel. Et aussi, c'est marquant, hein, parce qu'on voit que en 2024, on continue d'être positif après une année 2023 où on a un peu généré aussi un petit peu de cash et on retrouve des plus hauts hein, à plus de 320 millions au niveau de la trésorerie. Alors c'est pas énorme parce que c'est une petite valeur, c'est GG, mais là aussi c'est plutôt un bon point. On voit que les fondamentaux s'améliorent grandement. Donc on va retourner au graphe. Vous avez vu le prix, hein, c'est pour ça que c'est une spéculative parce qu'elle vaut moins d'1 euro. Il y a un gros gap ici au mois de mars 2020. Depuis, elle souffre. Elle met des plus hauts de plus en plus bas. On a failli sortir ici. Hein. C'était à la fin de l'année 2023. Finalement, on a cassé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on a cassé l'oblique long terme. Et on retrouve le cours au-dessus de la moyenne à 200. C'était au mois de mai 2024. Ce qu'on pourrait presque considérer comme un faux départ. Parce qu'on a le breakout. Ensuite, on a le pullback. On revient un peu sur l'oblique. L'oblique rouge, juste sous la moyenne à 200. Hein. La moyenne à 200, vous la voyez, elle est ici. C'est les petits pointillés roses. Et là, on est en train d'accumuler. Il se passe plus grand-chose. Il n'y a plus de volatilité. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Les plus bas de plus en plus hauts. Donc, le cours se stabilise ici autour des 0,5. Et on est revenu au-dessus de l'oblique long terme hein, qu'on a cassé de 2022-2023. Donc moi, ce que je vois, c'est et aussi le gap ici qui avait été créé hein, sur le breakout, il a été comblé. Il a été comblé à la fin du mois de juin. Donc on fait un gros breakout avec un gap, on vient combler le gap, on vient accumuler, on vient se remettre en embuscade sous la moyenne à 200 au-dessus de l'oblique rouge de résistance. Ça ressemble à toutes les étapes qui sont fondamentales pour faire un retournement long terme. On a vu que les fondamentaux sont bons aussi, donc c'est plutôt intéressant, je pense, de se mettre sur Viridien. Moi, j'ai pris une petite ligne. Alors évidemment, j'ai pas mis 10% de mon portefeuille, hein, parce que ça reste spéculatif, mais je pense que ça peut bien se retourner et nous offrir une fin d'année 2024 intéressante. Et est-ce qu'il y avait quelques autres valeurs intéressantes du portefeuille ? Je voulais parler de quoi d'autre? Ah oui, juste sur AMD, sur la tech, hein, plutôt favorable. On l'avait dit, AMD, moi j'étais rentré récemment. Il y avait Intel aussi. Moi je préfère AMD parce qu'ils sont mieux placés à la fois au niveau technique et puis avec leur positionnement. J'en ai déjà parlé notamment sur la niche qui est juste en dessous, le haut de gamme exploité par Nvidia. Donc AMD, ils me plaisent beaucoup et puis là ils sont en train de confirmer. Donc l'objectif des 227 va être plutôt
plutôt en ligne de mire probablement ces prochains jours. Donc plutôt bonne pioche sur AMD. Et j'en avais une ou deux autres à vous montrer. C'était... Je vais les retrouver. C'était Rexel. On avait parlé dans le Discord, notamment ce matin. Rexel, pourquoi? Alors on avait déjà parlé, hein, Rexel, ça faisait que monter. On avait fait une belle montée ici, dans le gros canal haussier. Elle a consolidé. Et donc là, on arrive à la fin de consolidation. Hein. On a perdu... sur Rexel, hop, on a perdu 15% en un peu plus d'un mois. On consolide où? Bah, sur le support à 24,68. La valeur est toujours haussière. Alors il y a un petit peu de vente à découvert. Hein. On est autour de 4% sur Rexel. C'est important, mais c'est pas monstrueux. Et là, donc on voit hein, que cette zone est bien travaillée. On a l'oblique de correction. Et puis aujourd'hui, on casse fortement. Alors, les volumes sont pas énormes, c'est peut-être ça qui est un peu ennuyeux, mais bon, on casse fortement, on fait un plus 4%, on se maintient au-dessus du support, et puis le but, bah, c'est toujours de continuer dans l'oblique, et on est plutôt dans le bas, hein, dans le bas de la figure, d'une séquence haussière, d'un canal haussier. Donc, ce genre de choses, je pense que ça peut être intéressant à acheter. Pour retrouver peut-être le cours sur les 30 dans quelques mois. Donc voilà, Rexel aussi une valeur intéressante sur lequel on peut peut-être se placer toujours en surveillant les supports autour des 24,5. Et puis valeur abonnée, j'en avais une ou deux qui avaient été rajoutées. Adobe. Adobe, on l'avait dit ici, un gap haussier. S'il était confirmé, il fallait rentrer. Donc le lendemain, on baisse un peu, mais le surlendemain, chandelier vert, on se maintient. Il y avait une mèche la veille, donc là c'était très bon, fallait rentrer hein, sur les 515. Derrière, elle va chercher la résistance à 596, qu'elle dépasse un petit peu. Donc là, elle consolide très légèrement. Ça peut plus ou moins durer, mais ce qu'on voit, hein, c'est qu'on est revenu sur la moyenne à 200. Alors on va peut-être tergiverser un peu, mais sur le moyen long terme, on est largement positif sur Adobe. Éventuellement, l'attendre un peu plus bas pour optimiser un peu le prix, parce que là, on voit qu'au niveau MACD, on est un peu haut. Et qu'on est en mode consolidation déjà depuis 2-3 jours, un peu plus même. Mais je pense qu'il faudra la reprendre hein, sur réaction pour retrouver cette zone au-dessus des 569 et peut-être aussi les 600-630. Hein, l'IA qui a été implémentée sur la suite Adobe et va certainement porter ses fruits, donc plutôt largement positif. À court terme, attention toutefois, parce qu'on est pas loin d'aller un peu plus bas, mais je pense qu'on n'ira pas combler le gap, hein, le gap qui est ici sur les 462. On est un plus bas à 505. Le but, c'est quoi? C'est de travailler hein, entre les 505 et le niveau actuel hein, des 558. Alors ça fait beaucoup, mais sur un début de réaction, on le verra avec les indicateurs, il faudra probablement rentrer Alstom. Alors Alstom, le marché avait bien apprécié hein, le plan de désendettement de la valeur, parce qu'il y a une valeur qui est très endettée. Moi, je suis pas fan. Mais le marché a plutôt dit oui. Après, le rebond, il s'est fait jusqu'à 29. Et après, on a quasiment tout perdu. On est revenu jusqu'à presque l'annonce. Hein. L'annonce du plan, il était ici sur les 14. On a ouvert sur les 13. On a fini sur les 16. Mais on était au niveau des 14, en gros. On est revenu sur les 15. Donc un peu au-dessus quand même. Ça veut dire que le marché est plutôt positif. Mais c'est pas la fête non plus. Et ça risque encore de beaucoup travailler. Une valeur qui est endettée à ce point-là et qui a eu un plan de restructuration assez compliqué. Moi, j'attendrai un peu plus hein, pour me placer dessus. Je suis pas extrêmement fan, mais le marché donne quand même des signaux plutôt acheteurs et plutôt positifs sur la valeur. Et le reste, je crois qu'on l'avait fait. Ah non, il reste Verimatrix. Verimatrix, malheureusement, on la suivait. Elle était intéressante ici, hein, notamment au mois de mai. Mais elle a cassé assez fortement. Donc moi j'étais parti en très légère plus-value, il n'y avait pas grand-chose de gagné, mais derrière on le voit, hein, on donne des signaux négatifs sur Verimatrix, avec ce gros chandelier notamment hein, du 12 juin, et puis derrière ça continue de descendre. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur Verimatrix? De tenir les 0,34 et de continuer à retravailler, mais c'est
C'est dommage ce qui s'est passé ici, parce que là, on avait fait le breakout, on fait le pullback, après, on se met vraiment en embuscade. Ça, c'est une configuration intéressante. Et puis, on fait un échec. Malheureusement, on passe pas la moyenne à 200, et puis après, on casse tous les supports. Donc, pour moi, c'est remis à bien plus tard, et on va plutôt aller chercher des valeurs plutôt mieux orientées, comme Palo Alto, par exemple, où on peut les regarder très rapidement. Pop, 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 pop. Ils sont là. CrowdStrike qui vient de rentrer au Standard & Poor's, qui sont plutôt intéressants. Alors ils ont fait un petit gap. S'ils comblent pas leur gap aussi, CrowdStrike, ça sera intéressant hein, de se placer. Donc si on va pas sur les 349 et qu'on réagit avant, je pense que ça va monter. Hein. Exclusive Networks, il y a une OPA qui va probablement se faire autour des 24, donc c'est quasiment trop tard. Fortinet, c'est en train de roupiller, ça fait rien. Palo Alto, c'est pas mal. Hein. Palo Alto, c'est positif. C'est plutôt à acheter. Sentinel One, c'est plutôt négatif. Sentinel One, hein. On est sous les 22. Faut plutôt éviter. Et Walix, bah, les Français qui ont un peu de mal aussi. Hein. Pour l'instant, Walix, ils font pas grand chose. On est toujours en mode consolidation là, depuis le 6 mars. Et il n'y a pas, même les volumes, hein, des fois il y a des pics, mais c'est jamais soutenu. On n'a pas plusieurs jours de volume à l'achat, donc plutôt à éviter aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, quelles actions vous avez, quelles actions vous voulez acheter, lesquelles vous intéressent. Des questions sur la bourse ou le trading, j'y répondrai. Bon trade, à plus!